Dans un rapport intitulé « Le jour, nous avons peur de l'armée et la nuit des djihadistes », Human Rights Watch cite des témoins qui ont identifié des membres des forces de sécurité du Burkina Faso dans au moins 14 exécutions sommaires présumées et déclaré que 4 autres hommes sont morts de sévères mauvais traitements présumés en détention. De nombreux témoins ont décrit avoir vu des corps ayant souvent les yeux bandés et les mains liées le long des routes et des sentiers dans le nord du Burkina Faso, précisant que la majorité des victimes ont été vues pour la dernière fois sous la garde des forces de sécurité. Dans son rapport, Human Rights Watch indique également que 8 hommes, dont 2 frères, ont été arrêtés par l'armée lors d'une opération à la fin du mois de décembre 2017 et ont été abattus le lendemain, tandis qu'en septembre 2017, des gendarmes basés à Dibo ont convoqué un responsable du gouvernement local dont le corps a été retrouvé le lendemain. Autre triste constat, des professionnels de la santé ont affirmé avoir soigné des hommes pour des coupures, des hématomes et des entailles subies en détention. Au regard de ces faits, Human Rights Watch a invité le gouvernement burkinabé à ouvrir des enquêtes et mener des poursuites à l'encontre des membres des forces de sécurité impliqués dans de graves violations des droits humains. Le gouvernement congolais a annoncé ce week-end le démarrage ce lundi d'une campagne de vaccination contre le virus Ebola dans la province de l'Équateur au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Pour le départ, si la température est supérieure à 37, nous appelons l'ambulance pour vous mettre en quarantaine. Alors actuellement, il y a encore des gens qui sont sous traitement, donc une dizaine de gens sous traitement dans le centre à Bikoro. Et donc on travaille aussi dans la périphérie avec le ministère de la Santé pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie. Mais donc on a eu 2 gens qui sont sortis tout à l'heure, que j'ai pu voir sortir en guéris de cette maladie. Et puis on a des équipes aussi qui s'occupent de tout ce qui est l'aide aux enterrements dignes, mais de manière protégée pour éviter que la population soit infectée. Quelques 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie sont ciblées dans le cadre de cette campagne de vaccination. Selon Flori Kabanga Numbi, porte-parole par intérim du gouvernement, des partenaires ont promis 300 000 doses de vaccins à la RDC pour cette opération dont la durée n'a pas été déterminée. Le gouvernement congolais, qui a réaffirmé avoir déjà reçu 5 400 doses de vaccins contre Ebola, s'est opposé à d'éventuelles mesures d'isolement contre la RDC, exprimant sa pleine satisfaction de la qualité et de la rapidité de la riposte. Dans son dernier bilan vendredi dernier, le gouvernement a déclaré avoir enregistré 43 cas alors que l'OMS faisait état le même jour de 45 cas, dont 25 décès. Selon une note du Parlement zimbabwéen, Robert Mugabe a été convoqué le 23 mai prochain par la Commission parlementaire des mines et de l'énergie pour se prononcer sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. La Commission avait déjà interrogé plusieurs anciens ministres et responsables des forces de l'ordre sur leur activité dans la mine de Marange, située dans l'est du pays. Mais l'audition de Robert Mugabe, qui avait déjà été convoquée en avril, avait été annulée. Dans un rapport publié l'année dernière, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. Après 37 ans d'un pouvoir sans partage à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe a quitté le pouvoir le 21 novembre 2017, victime d'un coup de force de l'armée et de son parti au pouvoir, la ZANU-PF. Mais durant son règne, le Zimbabwe a été accusé de ne jamais publier de statistiques jugées crédibles de ses activités diamantifères qui ont débuté en 2006. Le Commonwealth a indiqué avoir reçu une lettre le 15 mai du nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa faisant acte de candidature pour rejoindre l'organisation. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'organisation a fait savoir que les pays membres du Commonwealth sont prêts au retour du Zimbabwe en son sein quand les conditions seront bonnes. Le retour éventuel du Zimbabwe au sein du Commonwealth doit mettre fin à son isolement sur la scène internationale. Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni qui avait suspendu le Zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003 marqué par des violences et des accusations de fraude.
Le Commonwealth va envoyer des observateurs pour les élections prévues en juillet ou en août au Zimbabwe, premier scrutin depuis la chute de Mugabe en novembre dernier. L'organisation a appelé à la tenue d'élections crédibles et pacifiques pour rétablir la confiance et l'espoir des habitants sur la trajectoire de la démocratie et du développement de leur pays. En avril dernier, le Royaume-Uni a indiqué être prêt à soutenir le retour de Zimbabwe au sein du Commonwealth. Dans la nuit de lundi à mardi, les forces de sécurité ont lancé un assaut contre une villa de Ouagadougou. À l'intérieur étaient cachés des djihadistes présumés. L'opération avait été lancée suite à la communication de renseignements sur la présence de djihadistes dans cette villa, située à la périphérie sud-ouest de la capitale du Burkina Faso. Un riverain a déclaré que la villa est une construction nouvelle qui a été mise en location en juillet dernier, mais personne, selon lui, ne connaît les habitants de la villa. Les occupants de la maison avaient un arsenal de combat qu'ils ont utilisé pour riposter contre l'armée. Le ministre de la Sécurité a donc conclu que c'était véritablement des terroristes équipés pour exécuter des missions. Selon lui, les présumés terroristes, dont les nationalités restent pour l'instant inconnues, avaient des AK-47, une mitrailleuse, des grenades, des tenues militaires burkinabais et françaises. 4 gendarmes ont été blessés ainsi que 2 civils habitant des maisons mitoyennes au cours de cette opération. L'un des gendarmes a succombé à ses blessures et 3 terroristes présumés ont été tués. Un 4e homme a été capturé. Les forces de sécurité ont interpellé une trentaine de personnes. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Ouagadougou a été visé depuis cette date par 3 attaques djihadistes qui ont fait au total près de 60 morts. La dernière en mars 2018 contre l'état-major général des armées burkinabais et l'ambassade de France a fait 8 morts et 85 blessés. Ces derniers mois, une centaine de personnes ont été interpellées et des engins explosifs découverts au cours d'opérations de ratissage dans l'est et le nord du pays. Madagascar est sujet à une crise sociopolitique sans précédent. Depuis le 21 avril, les députés de l'opposition battent le pavé, descendant quasiment chaque jour dans les rues avec quelques centaines de partisans. Depuis la manifestation du 21 avril qui a fait au moins 2 morts, l'opposition réclame place du 13 mai la destitution du président de la République malgache ainsi que la dissolution de toutes les institutions. Parti d'une contestation des nouvelles lois électorales, le mouvement mené par les députés de l'opposition s'est très rapidement focalisé sur la destitution du chef de l'État. Et si la Haute Cour constitutionnelle a accédé à la première requête des députés en toilettant une partie des dispositions qui leur posaient problème, les textes de loi ne sont plus du tout la priorité. Les yeux sont donc pour le moment rivés sur la Haute Cour constitutionnelle malgache qui doit rendre sa décision concernant la requête en déchéance que l'opposition a déposée. La communauté internationale n'a jusqu'ici pas réussi à donner une feuille de route de sortie de crise. Les négociations n'ayant pas fonctionné, aucun consensus n'a été trouvé entre les deux camps. Et à quelques mois du scrutin présidentiel malgache, le pays semble se trouver dans l'impasse. De succès, le tout-puissant orchestre polyrythme de Cotonou. Sauvegarder et valoriser la mémoire musicale de l'orchestre Polyrythmo, qui constitue un patrimoine culturel à transmettre aux générations futures, et permettre aux membres de cet orchestre de transmettre le relais aux jeunes à travers la formation et le partage d'expériences. Voilà entre autres les raisons qui justifient la commémoration du cinquantenaire de Polyrythmo. Le Polyrythmo est un orchestre qui joue à la perfection plusieurs rythmes comme le funk, le jack, le jazz, le highlife, l'afrobeat, le cubain avec des compositions en français, en anglais, mais aussi en langue locale du Bénin, notamment le fon, le minan et le yoruba. 50 ans, nous allons le démarrer à la mi-juin. Nous avons un géant concert le 1er août prochain. Et nous avons une soirée privée la veille du 1er août. Après, nous aurons une tournée nationale. Nous allons vous donner les déclinements plus tard.
Il se pourrait que ce soit ville par ville, chef-lieu de province ou ville par ville, vous le saurez. Nous allons ériger un centre multimédia, un espace multimédia, où nous allons loger toute notre discographie. Nous avons plus de 1000 chansons, plus de 1000, et nous continuons d'en produire aujourd'hui. À l'occasion de ces 50 ans, nous allons sortir un nouvel album de 15 titres et un best-of de 50 titres. Un titre pour chaque année d'existence et de carrière. Immortel, le tout-puissant Polyrythmo de Cotonou constitue aujourd'hui un monument de la musique africaine. Jamais en panne d'inspiration, il continue à produire des chansons en album. Le dernier en date sorti en 2016 s'appelle Madja Falao. Le bras de fer entre étudiants et gouvernement se poursuit à Dakar. Si le gouvernement sénégalais espère une reprise dans les universités, les étudiants, eux, maintiennent leur mouvement de grève. Ils exigent le départ du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'enseignement supérieur, dénonçant le retard de paiement de leurs bourses. On ne peut pas concevoir, depuis l'arrivée du gouvernement en 2012, on note un retard dans le paiement des bourses. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal et ce qui est anormal. Et nous ne voulons pas une troisième mort dans ce campus social. Sur ce, nous demandons simplement le départ du ministre Mary Teuw Niane. C'est ce que les étudiants de Dakar disent. Et nous décrétons une grève illimitée jusqu'à ce que le ministre parte. Les étudiants des universités publiques du Sénégal sont en grève depuis la mort mardi d'un des leurs à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au cours de confrontations avec les gendarmes. Ils espèrent que l'aboutissement de l'enquête débouchera sur un procès condamnant le meurtrier de leurs camarades. En attendant, la coordination des étudiants de Saint-Louis maintient son mot d'ordre de grève illimitée. Près de 3000 personnes sont rassemblées ici, à Saint-Louis. Sur des pancartes, on peut lire « Justice pour Fallou Sène », l'un des leurs tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au cours de confrontations avec les gendarmes. C'est donc une grande marche pacifique pour réclamer la justice. Dans le cortège, des étudiants des universités de la région, mais également des élèves plus jeunes venus de lycées, de collèges et même du primaire. Un fort élan de solidarité qui s'exprime ici dans les rues de Saint-Louis. Les étudiants ne veulent plus de violences policières, ils réclament de meilleures conditions de vie. On est là pour réclamer et pour dire plus jamais ça, plus jamais mort d'étudiants. On en a marre de cette situation-là, qu'on vit depuis mai 68 au Sénégal. On a eu la mort de Balla Gaye en 2000 et aussi la mort en 2014 de Bassirou Faye, mais plus jamais ça, plus jamais de mort d'étudiants. Actuellement, nous vivons une situation accablante. Nous demandons que justice soit faite et que les conditions de vie des étudiants soient améliorées aussi. Les étudiants exigent également la démission ou le limogeage du ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'économie des finances, car pour eux, ils sont responsables du retard du paiement des bourses. Et c'est ça qui a fait exploser la contestation ici à Saint-Louis. Sur tous les campus à travers le Sénégal, la grève des étudiants se poursuit. Elle est pour le moment illimitée.